Le 15 juillet 1958, à 15h, 1700 marines américains débarquent sur les plages de Beyrouth, armés jusqu'aux dents et prêts à combattre pour la démocratie. Ils seront bientôt rejoints par 14 000 soldats, 70 navires de guerre, 3 porte-avions et des armes nucléaires prêtes à l'envoi depuis une base allemande. Le chef des opérations navales envoie un message au vice-amiral Brown. « Situation tendue, préparez-vous à des hostilités imminentes. » Brown répond « Je suis prêt pour des hostilités imminentes, mais de quel côté sommes-nous ?» Qu'importe, les soldats déchaînés foulent le champ de bataille. Alors qu'un ballon de volée tombe à leurs pieds, un soldat relève la tête pour découvrir leur ennemi, et là, c'est la stupeur. Des baigneuses en bikini les regardent perplexes, des ouvriers de chantier les applaudissent, une bande de petits-enfants s'approche et leur lance « Hey Jack, tu veux un coca ?» Les marines s'arrêtent et se regardent. Personne ne comprend ce qui se passe. Cette histoire invraisemblable, c'est celle de la première intervention américaine de l'histoire au Moyen-Orient. Et oui, elle s'est déroulée au Liban. Et mieux encore, elle a réussi. Aujourd'hui, je peux enfin vous raconter cette improbable histoire de l'opération Blue Bat, le point de départ absurde d'une décennie de terribles opérations militaires dans la région. Et vous allez voir qu'en creusant un peu derrière cette opération, dans ce petit pays du Liban, se trouvent entremêlées toutes les intrigues diplomatiques qui façonneront l'avenir du Moyen-Orient. Alors on a souvent du mal à comprendre comment les États-Unis peuvent apprécier autant les invasions étrangères, surtout au Moyen-Orient quand on regarde le bilan historique. Daesh en Irak, en Libye, en Syrie, les talibans en Afghanistan, où que les Américains passent, les pays semblent n'en ressortir que d'autant plus déstabilisés. Et pourtant en vérité, on a eu quelques interventions américaines généralement considérées comme des réussites. La première guerre en Irak par exemple, qui a réussi à repousser Saddam Hussein, restaurer la souveraineté du Koweït sans déstabiliser quoi que ce soit. Contrairement à ce qu'on peut croire, on peut prédire la réussite d'une intervention étrangère. Et cette première intervention au Liban va me permettre de pouvoir en énoncer quelques facteurs clés. Avant toute chose, n'hésitez pas à pousser cette vidéo à votre entourage, liker, commenter, vous abonner. C'est important de lever le voile sur tous ces conflits. Ça m'aide pour le référencement et ça me motive à faire de prochaines vidéos. Alors rappelez-vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise entre deux blocs. L'Ouest capitaliste des États-Unis et l'Est communiste de l'Union soviétique. Ces pays veulent se livrer tous deux une guerre féroce pour la domination mondiale, mais dotés tous les deux de l'arme nucléaire, ils sont contraints de réduire leur affrontement à des guerres de proxy dans les différentes régions du monde, et ce via ces fameuses interventions. Le grand tournant des États-Unis vers l'interventionnisme vient dans ce contexte précis. Le 12 mars 1947, le président Truman, arrivé au pouvoir 4 semaines avant la capitulation allemande, présente au Congrès la doctrine Truman, une doctrine géopolitique selon laquelle les États-Unis doivent soutenir les régimes démocratiques, et qui consiste finalement à repousser la propagation du communisme. Alors il y a beaucoup de débats sur la question de si les États-Unis ont réellement toujours été jusqu'alors isolationnistes, mais ce qu'on peut confirmer en tout cas, c'est que c'est la première fois qu'un gouvernement américain déclare publiquement être prêt à s'engager militairement à l'étranger pour des considérations stratégiques. C'est ainsi que durant la présidence Truman, on verra se succéder en quelques années une aide à la Grèce, une aide à la Turquie, le plan Marshall à l'Europe, la création de l'OTAN en tant qu'alliance militaire de l'Ouest, ou encore la guerre de Corée, qui s'enlisera dans un affrontement interminable avec la Chine, conduisant Truman à sa perte. Sa cote de popularité au plus bas, il refuse de briguer un second mandat, et ce sera Dwight Eisenhower qui gagnera les élections en promettant la fin de la guerre de Corée. Et c'est avec l'investiture d'Eisenhower, en janvier 1953, que le pays gagnera soudainement un vif intérêt pour le Moyen-Orient. Ce vif intérêt est lié à deux frères, avec qui Eisenhower louera une relation très étroite, Allen et John Foster, qu'il nommera directeur de la CIA et secrétaire d'État. Impressionnés au départ par le président égyptien Nasser, dont je vous avais parlé dans la première vidéo, les deux frères seront rapidement refroidis par le personnage lorsque Nasser se tournera vers l'Union soviétique pour acheter des armes via la Tchécoslovaquie. De héros de la liberté, il sera alors définitivement perçu par les États-Unis comme un outil du bloc soviétique, menaçant leurs intérêts au Moyen-Orient. Et sa victoire face aux empires français et britanniques lors de la crise du canal de Suez ne fera que renforcer l'animosité à son égard, alors que le peuple musulman acclame le personnage et que le nationalisme arabe dont Nasser caresse le rêve commence à prendre de l'ampleur. Nasser s'allie à la Syrie pour former la République arabe unie et appelle ouvertement les autres États arabes à le rejoindre. Les frères Allen et John Foster Dulles se rendent compte qu'il doit rapidement trouver des alliés dans la région. Il décide alors de se tourner vers le roi Saoud. Alors qu'on ne se trompe pas, les États-Unis ne portent pas vraiment en estime ce roi, surtout connu pour avoir ruiné le pays à cause d'un plaisir, disons, un peu trop prononcé pour l'alcool et les jeux d'argent. Il avait notamment fait sa première visite à Washington, accompagné de 80 personnes, dont plusieurs de ses femmes. On peut comprendre la perplexité des diplomates habitués à la culture occidentale. Mais dans une région où les leaders se réduisent à Nasser d'un côté, nationaliste arabe et perçu comme pro-soviétique, et la famille hachémite,
qui régit l'Irak et la Jordanie, perçus comme des marionnettes de la Grande-Bretagne, les frères Jules n'ont pas beaucoup d'alternatives. Le 5 mars 1958, le roi Saoud les informe qu'il prépare une révolution militaire en Syrie et un assassinat à la bombe de Nasser sous l'appui britannique. Les frères serrent les dents, ce roi est définitivement beaucoup trop agressif et trop peu discret. Leurs inquiétudes seront finalement bien fondées, puisque 2 jours plus tard, c'est un directeur de la CIA paniqué qui informera le Conseil national de sécurité que Nasser a découvert le poteau rose. Nasser, sur scène à Damas, explique à une foule arabe en délire que l'Arabie saoudite a financé un complot contre lui et leur gouvernement afin de renverser la République arabe. Fournira pour l'occasion 3 chèques de 2 millions de livres britanniques signés de la main des Saoudis aux révolutionnaires. Pour la CIA, c'est un travail d'amateur complètement inconscient, alors que elle travaille toujours à ne jamais laisser d'empreintes et encore moins de signatures aussi évidentes. La famille royale excédée s'empare du pouvoir et exile ce roi saoud alcoolique en Suisse. Il se rapproche de Nasser et retire le drapeau américain de la base aérienne du royaume. Nasser ressort de l'opération comme définitivement le plus grand leader arabe de la région à l'époque, aux grandes dames des Américains, isolés et impuissants. Et donc en tout cas, au beau milieu de tout ce contexte, en janvier 1957, le président Eisenhower prend la parole et annonce la doctrine Eisenhower. Une doctrine qui promet une aide économique et militaire à tout pays du Moyen-Orient qui souhaite contribuer à empêcher la propagation du communisme. Il justifiera l'importance de la région aux Américains de 2 façons. Premièrement, c'est la plus grande réserve de pétrole du monde, et deuxièmement, c'est le foyer des 3 plus grandes religions monothéistes. Le Congrès américain adopte la doctrine 2 mois plus tard, et les chefs d'état-major interarmés se préparent à un déploiement futur. Nous y voilà, les États-Unis viennent de prendre leur décision. Le Moyen-Orient est une région prioritaire, et ils interviendront où qu'ils en sentiront le besoin. Alors, quel rapport avec le Liban ? Je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo de la montée du nationalisme arabe auprès des communautés musulmanes du pays qui font exploser les tensions face aux chrétiens pro-occidentaux. En 1957, à la suite du discours d'Eisenhower proclamant la doctrine, avant même qu'elle ne soit ratifiée par le Congrès américain, Chamoun se rallie sans réserve à cette doctrine. Le président du Liban supplie presque littéralement les Américains d'intervenir face aux manifestations qui grondent sur son territoire. Les États-Unis, voyant les manifestations, craignent que les prochaines élections électorales n'aboutissent à l'élection d'un parlement qui soit hostile à leurs intérêts, et ils envoient donc une dizaine de millions de dollars via la CIA pour financer la campagne des politiciens pro-occidentaux. Pour l'opposition, en soutenant cette doctrine, Chamoun vient de violer le pacte national qui garantissait la neutralité du Liban. Nasser et les médias égyptiens alimentent les tensions en s'attaquant ouvertement à Chamoun. S'exprimant pour la première fois depuis son départ du pouvoir, l'ancien président libanais El Khouri se désolidarise et appelle les Libanais à retourner à l'esprit du pacte libanais. La communauté musulmane descend dans la rue et proteste contre cet alignement pro-occidental, ces élections truquées et la tentative de Chamoun de briguer un second mandat présidentiel, pourtant illégal dans la constitution libanaise. Il scande le nom de Nasser dans les rues et demande de pouvoir enfin s'unir au reste du peuple arabe sous la bannière de la République arabe unie. Comme je l'avais expliqué, des combats éclatent, Beyrouth devient très vite un véritable champ de bataille entre les forces loyalistes pro-Chamoun et les insurrections pro-arabes et socialistes. L'opposition réussit à prendre le contrôle de nombreuses régions stratégiques, dont les frontières, ce qui permet à la Syrie de les alimenter copieusement en armement. Le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Fouad Chehab, refuse d'écouter les ordres de Chamoun de mater l'insurrection. Pragmatique, il souhaite que son armée conserve l'image de la société libanaise, diverse et multiculturelle. Une image que Chamoun avait définitivement oubliée à l'époque. Chamoun est terrifié et demande à ses alliés occidentaux d'intervenir en invoquant la doctrine Eisenhower. Alors les États-Unis craignent qu'un mouvement contre Chamoun ne puisse nuire à leurs intérêts, mais ils hésitent à soutenir ouvertement le président. Alors rappelez-vous, le monde occidental vient d'essuyer un sacré coup dur à la suite de la tentative de coup d'État ratée des Saoudiens et des Britanniques face à Nasser, et donc on comprend qu'il y a un peu d'hésitation vis-à-vis d'une intervention. Lors de sa conférence de presse, l'un des frères Dulles, le secrétaire d'État, indique clairement que pour l'instant dans l'administration Eisenhower, la présence de troupes étrangères au Liban, aussi justifiable soit-elle, n'est pas une solution aussi bonne que de laisser les Libanais trouver une solution par eux-mêmes. Ce serait, comme vous dites, une sorte de mesure de dernier recours. Chamoun se retrouve donc encore plus coincé. Le 22 mai 1958, en réponse à cette idée que cette guerre est simplement une guerre interne au pays, Chamoun décide de porter plainte auprès de l'ONU contre la République arabe unie. Le 10 juin, une mission onusienne d'observateurs arrive à Beyrouth, mais le secrétaire général de l'ONU, Dan Hammarskjöld, conclut finalement qu'il n'y a pas de preuves manifestes d'ingérence et réaffirme l'idée qu'il s'agit effectivement d'un conflit interne libanais à régler entre Libanais. Alors on brandit souvent aujourd'hui cette mission pour décrédibiliser Chamoun, mais un détail assez peu connu est que l'ONU
déplore l'impossibilité d'accéder aux zones limitrophes de la Syrie, où s'effectue, selon le gouvernement de Beyrouth, toute la contrebande. Il faut dire que les rebelles à l'époque disposent du soutien d'environ 70% de la population, contrôlent toutes les frontières et n'autorisent les inspections qu'en journée, à l'avance, et réduisent donc les inspections de nuit à de simples survols en hélicoptère ou en avion. Le président Chamoun accusera plus tard l'ONU, le 8 juillet, de s'être comporté en touriste. En bref, à ce moment-là, Chamoun est totalement impuissant. Mais il ne se doute pas une seconde que moins d'une semaine plus tard, un coup d'État va renverser le régime en Irak et complètement changer la position américaine, qui décidera le lendemain même d'une intervention express. En juillet 1958, un événement clé va bouleverser tout le Moyen-Orient, un coup d'État en Irak. Alors tout commence dans une situation un peu tendue de crise régionale qui pousse le roi de Jordanie hachémite à demander de l'aide à son cousin du royaume d'Irak. Rappelez-vous, ce sont les deux cousins hachémites à qui Churchill a distribué les territoires lors de la première vidéo. Et oui, on a mis beaucoup de contexte, mais finalement tout se rejoint. Les troupes irakiennes sont en route, mais à mi-chemin elles font demi-tour brusquement. Pourquoi ? Parce qu'on apprend qu'à Bagdad, une équipe de militaires en a profité pour renverser la monarchie. Ce retournement est un coup de théâtre. L'armée envoyée pour défendre la Jordanie devient l'armée qui ne sauvera personne, prise dans un tourbillon de coups d'État surprise. Les deux rois hachémites sont terrorisés, alors qu'ils souhaitaient s'entraider, ils sont soudainement tous les deux sur le point de tomber. En Irak, les forces dirigées par Qassim encerclent le palais royal, capturent le roi et son régent et les exécutent sur le champ. Et alors vient le grand malentendu historique qui conduira les États-Unis à intervenir dans la région. Les rebelles descendent dans les rues de Bagdad en portant des pancartes à l'effigie de Nasser, le leader égyptien nationaliste arabe. Et la foule scande son nom dans les rues. Tout le monde pense alors que les conspirateurs ayant renversé le régime sont alliés à Nasser, alors qu'en réalité on apprendra bien plus tard que Qassim est complètement opposé à lui. La nouvelle du coup d'État frappe les États-Unis de plein fouet. Eisenhower convoque une réunion d'urgence et ce sont les frères Dulles, paniqués, qui informent le président que la situation est encore floue, mais que le roi irakien a été décapité. Le premier frère Allen, directeur de la CIA, peint un premier tableau assez sombre. La Jordanie est extrêmement vulnérable, le président libanais Chamoun est en proie à une insurrection arabe. Ce coup d'État va provoquer inévitablement une réaction en chaîne qui va mettre en péril l'ensemble des gouvernements pro-occidentaux du Liban, de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite, et va même commencer à poser des risques en Turquie et en Iran. En bref, tout le Moyen-Orient risque de tomber dans les mains de Nasser et donc des Soviétiques. Le deuxième frère Dulles, secrétaire d'État, enchaîne. Selon lui, les Soviétiques soutiennent Nasser et visent à créer un bloc d'État pro-soviétique allant du Maroc jusqu'à l'Indonésie. Eisenhower voit là une situation encore plus terrible que le basculement de la Chine vers le communisme une décennie plus tôt. Alors rappelez-vous qu'à ce moment-là, on est encore sur un malentendu total. Ce coup d'État est perçu comme une victoire pour Nasser, alors qu'il est en réalité une vraie menace pour lui. Et dans ce moment de confusion, les États-Unis réfléchissent avec des informations encore très fragmentaires. Isolés depuis la fin du roi Saoud dont je vous avais parlé plus tôt, Eisenhower conclut la réunion. Ils doivent décider s'ils doivent intervenir militairement ou se retirer définitivement du Moyen-Orient. Mais Eisenhower sent qu'il n'a plus le choix. Sa popularité s'était effondrée, ayant perdu 30 points sur les premiers mois de 1958 et atteignant le niveau le plus bas depuis 8 ans. Victime d'une crise cardiaque fin 1957, il est perçu comme trop mou, trop vieux face à la récession économique qu'on appelle la récession Eisenhower et à une Russie en pleine forme qui vient même de lancer sa fusée Sputnik. En bref, l'opinion américaine le voit comme complètement dépassé par le job. Face à cette situation inédite, qui risque de déboucher sur une victoire totale des soviétiques, il souhaite agir rapidement et répondre aux critiques de lenteur qui lui sont adressées. Il cherche l'outil le plus rapidement disponible à sa main, et c'est l'outil militaire, prêt à intervenir depuis la doctrine Eisenhower. Alors contrairement à l'Irak où le régime était déjà tombé, la situation au Liban offrait une opportunité aux États-Unis de protéger un allié pro-occidental, en particulier avec le président Chamoun, premier soutien inconditionnel à la doctrine Eisenhower et qui demandait déjà depuis un certain temps leur intervention. Alors qu'ils comprennent que les Britanniques iront défendre la Jordanie, le choix est fait pour Eisenhower, l'Amérique ira au secours du Liban. Dès le lendemain, il ordonne au Pentagone de déployer en quelques heures les marines à Beyrouth, le 15 juillet 1958, nom de code, Opération Blue Bat, la première intervention militaire de l'histoire des États-Unis au Moyen-Orient. C'est le début de l'opération tant attendue. Je ne sais pas combien de temps auront duré les deux vidéos jusqu'à là, et encore merci si vous avez réussi à suivre. Sur la plage de Beyrouth, c'est donc près de 1700 marines qui sortent, armés jusqu'aux dents, et qui seront bientôt rejoints au total par 14 000 hommes, dont plus de 8 500 soldats, 5 700 marines, 70 navires et 40 000 marins,
avec des armes nucléaires prêtes à l'envoi depuis une base allemande. Cependant, au lieu d'un champ de bataille, ils découvrent un paysage plutôt inattendu. Selon les rapports du corps des marines, la force d'assaut a dû se frayer prudemment un chemin à travers les obstacles de plage présentés par des baigneuses en bikini et de nombreux vendeurs de boissons gazeuses et de glace. On aperçoit des villageois qui arrivent au galop à cheval, des ouvriers de la plage qui abandonnent leurs outils pour observer ce qui se passe. Alors que les marines entièrement armées chargent sur le sable, ces observateurs civils les saluent, certains les applaudissent même, une bande de petits enfants libanais vendeurs leur lance « Hey Jack, tu veux du coca ?» Cet esprit va vraiment marquer tout le reste de l'intervention. Comme le dit un marine à ce moment-là, c'est mieux que la Corée, mais c'est quoi ce délire ? C'est un moment de surprise et de perplexité assez étrange qui flotte dans l'air, alors que l'armée reste sur cette plage jusqu'à la fin de la première semaine d'octobre. La population locale comprend très vite que ces soldats n'ont pas vraiment envie d'être là, et qu'ils ont surtout hâte de rentrer chez eux. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette intervention en arrive là ? En coulisses, après la décision d'Eisenhower, on sent que cette intervention précipitée risque de tourner tout droit à la catastrophe. Eisenhower n'a aucun contrôle sur ce qui se passe sur la capitale. Les armées libanaises n'ont pas été informées par le président de leur arrivée, et le commandant avait même donné l'ordre de les intercepter et de tirer sur toute troupe américaine qui tenterait de remonter jusqu'à Beyrouth. Chamoun, terrifié, demande à ce qu'aucun feu ne soit tiré par les Américains, car l'armée est la seule entité empêchant le pays de tomber entre, je cite, un Israël chrétien et une mer d'islam. Pour éviter un bain de sang général, l'ambassadeur McClintock comprend vite qu'il doit réagir et une intelligente idée lui vient en tête. Il conclut un accord avec le général américain Wade et le chef de l'armée libanaise Shehab. Le général américain avancera avec une petite troupe sous escorte libanaise à Beyrouth en se présentant simplement comme des invités de l'armée libanaise. Shehab, Wade et McClintock mèneront le convoi ensemble dans une limousine de l'ambassadeur américain. Tout se passe comme si l'intervention n'était qu'une petite visite de courtoisie. Ils se rendent ensemble près de l'aéroport, où les marines débarquent sur la plage et les parachutistes atterrissent. Les marines sont alors escortés où qu'ils aillent à Beyrouth, et ils n'entreront jamais dans les zones contrôlées par l'opposition. Peu à peu, la stratégie commence à se mettre en place pour les Américains. Le commandement n'était pas trop préoccupé par la résistance rebelle libanaise. Bien qu'elle comptait environ 10 000 hommes, elle était dispersée dans tout le pays et était organisée en petites bandes qui, malgré le soutien syrien, restaient sous-équipées par rapport à l'armée américaine. Elle n'avait aucun leadership central. Chaque groupe était loyal à son propre chef, il n'y avait donc pas vraiment de souci à se faire sur une éventuelle attaque de grande ampleur. Du côté de l'armée régulière libanaise, comme l'avait conseillé Shehab, il fallait simplement pour l'armée américaine de veiller à ne pas escalader le conflit, afin d'éviter qu'elle ne se divise entre des factions pro-gouvernement et pro-insurrection. Par conséquent, la seule menace immédiate venait des forces étrangères et en particulier de la première armée syrienne. On pense en effet qu'elle serait capable d'intervenir si la situation s'envenime et qu'une ingérence américaine soit mise à jour. Il décide donc simplement de sécuriser l'aéroport et de limiter l'accès au port de Beyrouth afin de s'assurer qu'aucun groupe ne puisse perturber la situation dans la capitale. Quelques manœuvres de harcèlement sont employées par les rebelles libanais et deviendront très vite monnaie courante, le but étant de provoquer les Marines et de les pousser à des représailles impulsives, mais c'est sans succès. Les forces des Marines sont sous des ordres très stricts de maintenir une discipline de tir et de ne tirer qu'en cas de légitime défense. Et Nasser dans tout ça, vous allez me dire ? En fait, à la suite du coup d'État en Irak et du discours d'Eisenhower sur l'intervention au Liban, il s'envole à Moscou et en discutant avec le leader russe Khrouchtchev, il se rend compte que personne n'a eu ni un avertissement concernant le coup d'État en Irak, ni un avertissement concernant l'escalade militaire au Liban. Il s'accorde à dire que le coup d'État en Irak était l'événement important du Moyen-Orient, tandis que la situation au Liban, finalement, n'était qu'une distraction secondaire sans besoin de réponse sous quelque forme que ce soit. La situation est finalement assez gênante. On se demande si les Américains se sont emportés pour rien. Alors, petite parenthèse, on peut se demander également ce qui se passait avec la France, qui était la plus grande influence occidentale au Liban à l'époque. Alors, on est en 1958, et donc la crise libanaise se manifeste en même temps que le putsch d'Alger. Avec la situation en Algérie, les circonstances sont donc peu propices pour De Gaulle à une action extérieure de la France. Comme il indiquait à plusieurs reprises, le principal souci français était de ne pas être absent au cas où les alliés américains et britanniques entreprendraient une action militaire de grande envergure au Moyen-Orient. Pour De Gaulle, à ce moment-là, ce sont les États-Unis qui garantissent les intérêts des régimes pro-occidentaux du Moyen-Orient et la France peut rester dans la discrétion, confiante de l'alignement américain au maintien de la puissance culturelle de la France au Liban. Alors au début de l'intervention,
l'administration Eisenhower parvient à plusieurs conclusions majeures concernant la situation au Liban. Premièrement, elle reconnaît que le Liban est dans une impasse. Les forces d'opposition sont trop fortes pour être efficacement réprimées par le régime, mais en même temps trop faibles pour le renverser. Deuxièmement, elle est convaincue qu'il y a une interférence significative de la République arabe unie, et elle s'appuiera d'ailleurs largement dessus pour justifier son intervention à l'international. Cependant, les frères Dulles ne sont pas dupes, et ils comprennent parfaitement que Chamoun, décrédibilisé, n'est plus une option possible pour rester au pouvoir. Il cherche un candidat possible pour prendre la relève, et il est tout trouvé d'avance, Fouad Chehab, le fameux chef de l'armée libanaise qui avait refusé de prendre position. L'ambassadeur américain McClintock soutient Chehab, le décrivant comme une figure neutre, nécessitant simplement quelques ajustements pour s'aligner avec leurs intérêts. Mais l'administration doutait qu'en l'absence d'une action extérieure, la situation ne puisse définitivement bouger en faveur de Chehab. Quelques jours après le début de l'intervention, alors que les soldats se tournent les pouces sur la plage, Eisenhower envoie son représentant personnel au Liban, Robert Daniel Murphy, pour régler la situation pacifiquement. Murphy va jouer un rôle clé et persuade le régime et l'opposition de trouver un compromis en la personne de Chehab. Et la proposition est assez convaincante, car Chehab bénéficie à ce moment-là du soutien de toutes les puissances impliquées dans la région. En effet, Chehab était aussi la solution de Nasser, avec qui le secrétaire général de l'ONU avait établi des contacts au Caire. Il avait même déjà approché Washington dans ce sens, en se déclarant prêt à user de son influence auprès des opposants libanais. Un plan de juin 58 proposé par Nasser, et donc avant l'intervention américaine, prévoyait que Chamoun finisse son mandat, que Chehab lui succède à la présidence, et que l'opposition bénéficie d'une amnistie générale pour leurs actions. Alors le plan paraît assez raisonnable, mais l'administration américaine à l'époque était assez réticente à accepter une solution qui puisse être perçue comme une victoire pour Nasser. Et lors de l'intervention, alors que cette solution apparaît maintenant comme la leur, il décide finalement de l'appliquer. La décision est prise pour tout le monde, Chamoun resterait en poste jusqu'à la fin de son mandat, avant de laisser la place à de nouvelles élections auxquelles Chehab participera. Le 31 juillet 1958, les nouvelles élections ont lieu, c'est une quasi-unanimité qui se forme autour de la personne de Fouad Chehab, soutenue à la fois par les chrétiens pro-occidentaux grâce à l'appui des États-Unis et par les musulmans pro-arabes grâce au soutien de Nasser. Tous les candidats potentiels s'abstiennent de faire candidature sauf un, c'est une victoire nette qui légitime Fouad Chehab. Il restera quelques éclats de violence durant les premiers jours du mandat, avant que le calme ne revienne complètement le mois suivant. Les forces américaines quittent le pays le 28 octobre 1958. Ils seront restés 102 jours au Liban, avec le bilan d'un mort d'une vingtaine d'années tué lors d'une patrouille et 3 morts d'accidents de la route. Bref, ça fait pas grand-chose pour une fois, et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, j'espère que cette grande histoire de la première révolution libanaise et de l'opération Blue Bat vous a plu, moi je la trouve incroyable. L'histoire des interventions militaires au Moyen-Orient est souvent complexe, et je trouve que cette opération Blue Bat est un très bon exemple qui permet d'énoncer quelques grands principes qui régissent le succès d'une intervention étrangère militaire. Première leçon, agir précipitamment conduit souvent au désastre. Il est primordial de prendre du recul pour bien cerner l'impact d'une intervention. Durant la crise de 1958 au Liban, l'intervention a failli tourner en un véritable bain de sang. Si Eisenhower avait un peu attendu et qu'il s'était rendu compte que ce coup d'État en Irak n'était pas pro-Nasser et qu'il n'y avait donc aucun risque que tout le Moyen-Orient bascule du côté soviétique, il ne serait même pas intervenu au Liban. Mais grâce à l'approche réfléchie de l'ambassadeur sur place, les États-Unis décident finalement de limiter leur rôle militaire et d'éviter une escalade de violence pour plutôt garantir une issue paisible via de nouvelles élections. C'est aussi la raison qui explique le succès de la première intervention en Irak des États-Unis. En 1990, George H.W. Bush est informé de l'invasion imminente du Koweït par Saddam Hussein. Plutôt que de réagir immédiatement, il prend quelques jours pour analyser les implications et décide finalement simplement d'envoyer des troupes à son allié en Arabie Saoudite. Puis il reprend une pause, attend d'observer si Saddam recule. Voyant que celui-ci s'obstine à rester au Koweït, il décide d'impliquer ses troupes et de simplement libérer le Koweït. On a donc là la deuxième leçon. Lorsqu'on décide d'intervenir, il faut fixer des objectifs clairs et précis. L'intervention américaine au Liban avait par exemple bel et bien un objectif clair, assurer la transition politique du pays et permettre le déroulement de nouvelles élections. De même en 90, H.W. Bush établit un objectif limité, libérer le Koweït sans renverser Saddam Hussein et déstabiliser l'Irak. Lorsqu'en 2003, George Bush fils décide de réintervenir en Irak, on assiste à tout l'inverse. Alors qu'il parvient à renverser Saddam, une question se pose sur le bout des lèvres de tous les diplomates américains. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ils paieront cher cette absence d'objectif, puisque la guerre se prolongera pendant 8 ans et 9 mois, sans qu'aucune issue ne puisse être trouvée. Troisième leçon, ne pas déstabiliser un régime en place, aussi cruel soit-il, si on n'a pas d'alternative. C'est probablement le point le plus important.
Pendant la crise au Liban, l'alternative au régime Chamoun était toute trouvée. C'était Fouad Chehab, identifié à l'avance et faisant l'unanimité internationale. Dans la plupart des autres grandes interventions au Moyen-Orient, entre Saddam Hussein en Irak, Kadhafi en Libye, on a vraiment de nombreux exemples de renversements sans alternative dont on peut raconter le désastre. Et lorsque l'alternative n'est pas crédible, elle ne fonctionne pas. Après le 11 septembre 2001 par exemple, lorsque Bush fils décide d'envahir l'Afghanistan, il réussit à faire chuter les talibans et à mettre en place Hamid Karzai, un homme choisi surtout pour ses liens étroits avec l'industrie pétrolière américaine. Incapable de râler la population, Karzai est surtout perçu comme un outsider corrompu. Dans un pays fracturé par les tribus et les rivalités internes, il ne parviendra jamais à mettre en place une stabilité du territoire. Quatrième leçon, logiquement, le soutien populaire est essentiel. Au Liban, Fouad Chehab n'était pas simplement soutenu par les grandes puissances étrangères, mais également par la population libanaise. L'intervention américaine n'a jamais cherché à imposer un candidat, ce qui a permis de légitimer le processus électoral. En 2003, pour la deuxième intervention en Irak, c'est tout le contraire. La population ne soutenait ni l'intervention, ni les nouvelles autorités mises en place, et donc, comment peut-on faire face à l'ennemi si l'ennemi n'est pas une personne précise ou un régime, mais la population tout entière? Enfin, cinquième leçon, comprendre le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est une mosaïque complexe de groupes ethniques, religieux et tribaux, et intervenir sans une connaissance approfondie de toute la complexité de ces dynamiques aura des conséquences désastreuses. Au Liban, les frères Dulles et les diplomates américains avaient une parfaite connaissance de toutes les particularités politiques du Liban. Il y avait un équilibre subtil à mettre en place pour éviter que le conflit n'escalade, et on peut se demander par exemple comment auraient réagi d'autres diplomates sans connaissance s'ils apprenaient que l'armée du pays refusait de mater une insurrection qui était contre leurs intérêts. Un exemple frappant d'action sans compréhension est encore une fois celui de Bush fils. Un an après son discours sur le terrorisme et l'axe du mal, il rencontre 3 Américains d'origine irakienne pour discuter de la situation en Irak, l'un d'eux d'ailleurs pressenti pour représenter l'Irak post-Saddam Hussein. Ces Irakiens commencent donc à décrire à Bush la situation dans le pays, et pendant la conversation, ils font face à un énorme problème. Bush ne comprend pas la différence entre chiites et sunnites. Les 3 hommes tentent d'expliquer au président qu'il existe 2 branches dans l'islam, ce à quoi Bush répond mot pour mot « Je pensais que les Irakiens étaient musulmans ». Et donc on est vraiment loin d'un Jacques Chirac passionné d'Orient, aussi bien du Levant que de l'Extrême-Orient, collectionneur d'art japonais et spécialiste de céramique chinoise. Et donc s'il fallait faire un bilan pour chaque intervention, il est important d'avoir en tête une grande question. Qu'est-ce que l'on souhaite laisser derrière soi? Au-delà de la victoire militaire, il s'agit de comprendre si l'on crée un environnement propice à la paix ou si l'on sème simplement les graines d'un futur conflit. La véritable réussite d'une intervention finalement, c'est sa capacité à en éviter une prochaine. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through.